Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Lou Desmontis. Bonjour Lou. Bonjour Régine. Comment allez-vous depuis la dernière fois que l'on s'est vu? On se dit tu, on se dit on va garder le tu. On va essayer de garder le tu. On garde le tu? Tu es d'accord, Patricia? Oui, bonjour à vous. Voilà. Lou, vous êtes la représentation même du rocker. Alors on dit cheveux longs, chemise ouverte, mais guitare en bandoulière. Que pensez-vous de ce qu'on dit de vous? Ce qu'on dit de moi, que des bonnes choses. Oui. Donc je suis quand même assez content par rapport à ça. Non, après vous savez, être un rocker aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années, quelques décennies même. C'est maintenant être un rocker, c'est être aussi un businessman, c'est être quelqu'un de très intelligent, ouvert, avoir de la culture. Voilà, c'est pas uniquement être un sauvage sur scène avec une guitare. Donc ça a beaucoup évolué. Et tant mieux. Et tant mieux. Oui. On casse plus les sièges. Comment? On casse plus les sièges. Ah non, ça peut, oui, enfin, le temps de Gilbert Bécaud à l'Olympia, quand il cassait les chaises, le public, ça existe encore un peu, mais bon, voilà, il faut que les choses évoluent et dans le bon sens. Je pense que c'est très bien. Vous êtes d'une voix et d'un visage que tout fan de rock authentique a quelque part en mémoire. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit, tu me rappelles quelqu'un, ou ta musique me rappelle quelque chose. Bon, ça c'est un peu normal, puisque de toute façon, on est toujours influencé par des gens qui ont commencé ce métier bien longtemps avant nous, ce qui fait que ça nous forme artistiquement à reproduire des choses avec notre intuition. Et donc dans cette intuition, des fois, il y a des choses qui ressortent que les gens reconnaissent, et ils aiment bien ça. Ils aiment bien découvrir on va dire un artiste différent, mais avec des couleurs qui leur rappellent peut-être certainement des bons moments dans leur jeunesse ou des choses comme ça. Voilà, ça, il faut pas hésiter à s'inspirer. 4 décennies quand même. Au moins, oui. C'est pas rien. 4 décennies, oui. C'est pas rien. C'est pas mal, ça. C'est bien, ça va être bien, ça, le klaxon, c'est super. Merci de klaxonner pour moi, c'est très gentil. Ouais, jusqu'ici, voilà. T'as vu Patricia, jusqu'ici, il est sollicité, Lou. Alors Lou, comme dans notre petite émission, en fait, ma présence ici de petite chroniqueuse, quelques minutes de poésie. Si tu veux bien, voilà, tu as mon recueil entre les mains. Et si au hasard, je découvre. Voilà, alors, ça s'appelle donc. Il y avait un titre, excuse-moi de te couper. Je t'en prie. Il faut me couper. Non, non, tout va bien, prends ton temps. Ce titre-là a accroché mon regard. Voilà, La voleuse de pétales. Tiens donc. Alors, moi, j'avais pensé à un texte particulièrement parce que je l'ai écrit un peu dans l'idée d'un blues rock, un petit peu. D'accord. Et puis, bon, ça parle un petit peu d'alcool et on s'est dit avec Régine qu'on n'allait peut-être pas faire le cliché du rocker, accoudé au bar. Voilà. Qui termine ses soirées dans un pub. Voilà, ça j'ai connu. J'ai bien connu. Donc, je me suis dit plutôt que tu allais en choisir un qui peut-être allait t'interpeller. Oui, parce que finalement, on va dire que le souci que je peux avoir en France, évidemment, j'interprète mes chansons en anglais. Voilà. Donc évidemment, il y a un manque à gagner pour certaines personnes, bien que je pars toujours du principe, quand j'écoute une chanson étrangère, dont je ne comprends pas le texte évidemment, je me base uniquement sur la mélodie et si cette mélodie m'accroche et m'emporte. Donc je pense que même si on ne comprend pas l'anglais, on peut simplement se laisser emporter par la mélodie. Mais bon, je sais qu'en France, on aime bien comprendre tout ce qu'on dit. Et effectivement, dans mes chansons, oui, il y a une certaine forme de poésie. Ce n'est pas uniquement des mots mis bout à bout avec des sons qui font que ça fait joli. Quand je vais dans des pays de langue anglo-saxonne, où ils comprennent ce que je chante et il peut y avoir une très bonne connexion à ce niveau-là. Donc, je me considère pas comme un grand poète. J'aime la poésie. Je ne me sens pas forcément non plus, voilà, je suis pas Bob Dylan, hein, bien que Bob Dylan est quelqu'un que je vénère beaucoup. Mais voilà, donc ce titre-là, Voleuse de pétales, il y a quelque chose qui me dit, tiens, j'aimerais bien écouter de quoi ça parle. Alors, je vais le lire. Alors, on va repartir sur le numéro de la page. Attends, tu l'as retrouvé où? Voleuse de pétales, c'est dans le bucolique. Dans les confessions bucoliques, voilà, exactement, voleuse de pétales. Une à une, je les regarde s'ouvrir et sourire sur ce monde que plus rien n'inhale. Sans les toucher, je les sens matinales, estivales,
aux vertus morales. Une fois recourbées, elles joncheront les sols, nostalgie nasale, et je veillerai pour que séchées en sonorité florale, elles soient toujours présentes dans un récital de pétales. Ah, vous voyez, il y a quand même un lien avec la musique. Et alors, c'est ce que je trouve extraordinaire, puis c'était une forme d'art aussi, c'est déjà d'arriver à écrire ce genre de poésie, puis après il faut l'interpréter aussi quand on lit le texte. C'est pas donné à tout le monde de savoir aussi interpréter des textes avec une certaine forme et une certaine profondeur. Donc, ouais, et coïncidence, oui, pour moi, en tout cas en tant qu'auditeur, ce que j'espère aussi avec mes chansons, je trouve un lien avec ce que je fais dans la vie, un lien musical, parce que je n'ai jamais ouvert ce livre avant. C'est le pur hasard. Quelques minutes. C'est un pur hasard, mais il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a jamais de hasard. Oui, c'est ce qu'on dit. Je ne crois pas au hasard. Donc voilà, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Merci aussi à votre écoute. Merci. Lou, Oui. quand ont commencé vos débuts? Ouh là là. Je suis un enfant des années 60. Juste un petit peu avant. Donc voilà, donc j'ai grandi dans une maison qui était quand même pas forcément musicienne, mais que mes parents aimaient bien la musique, tout ça. Et j'ai commencé, on va dire, à apprendre un instrument à l'âge de 13 ans. J'ai continué et on va dire que suite à ma venue sur Paris, j'ai eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Comme sont beaucoup de jeunes, quand on est jeune, on se déplace beaucoup, on ne réfléchit pas. Mais on attire un peu plus la chance et je me suis retrouvé donc à l'âge de 19 ans à signer mon premier contrat sur une major à Paris. Voilà, donc j'étais signé chez Philips et je suis passé de quelques dates, on va dire, en public avec très peu de personnes sur le Golf Drow, qui à l'époque était l'endroit où il fallait se produire, presque directement à l'Olympia et donc Palais des Sports à Paris. Voilà. C'était assez vite? Comment? C'était assez vite, l'enchaînement? Ah oui, l'enchaînement a été très très vite. La descente aussi. Oui. J'en rigole maintenant, évidemment, mais ça fait partie de ma vie. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à écrire un livre, je ne sais pas. Mais bon, donc, oui, la descente aussi. Quand je parle de la descente, c'est le fait simplement que toute mon inspiration et tous les héros qui m'ont inspiré ne faisaient pas partie forcément de la France. Et donc, je me suis dit, si tu dois chanter en italien et chanter de l'opéra, va à Milan. Si tu veux faire de la musique anglo-saxonne, pars aux États-Unis ou en Angleterre. Les États-Unis, je n'ai pas pu y aller pour d'autres raisons. Donc, j'ai fini par partir en Angleterre. Ce qui m'a énormément ouvert l'esprit, puisque là, je me suis aperçu en fait que énormément de morceaux des années 60 sont des adaptations de musique américaine et anglaise. Donc j'ai redécouvert, on va dire, je sais pas, si j'étais un charpentier de Johnny Hallyday, If I Were a Carpenter, qui est donc un morceau écrit par Tim Hardin, qu'on voit dans le film de Woodstock d'ailleurs, qui est un américain. Voilà, plein de chansons comme ça découvert. Claude François, voilà, par exemple. Oui, si j'avais un marteau. Voilà. Toutes ces choses-là, ce sont toujours des musiques qui ont été des adaptations, pas des reprises. Et moi, c'est ces musiques-là qui m'ont, comment dire, poussé, qui m'ont bercé. Oui, je faisais mes devoirs le soir en rentrant. Et puis voilà, je mettais la radio et voilà, je faisais mes devoirs. Pas très bien parce que la radio toujours m'emmenait plus vers la musique, mais vers les études. Que les études, voilà. Mais c'est ce que j'ai découvert et ça m'a ouvert aussi au niveau de la littérature, le cinéma aussi. Voilà, tout ça, ça m'a ouvert l'esprit. Et en matière de poésie, pas trop. Je suis vraiment désolé. Oui, mais sans doute que tu as, quoi qu'il en soit, dans une chanson, on peut aussi chercher les rimes. Et alors, quand on cherche les rimes, quelquefois la poésie se place là sur quelques rimes seulement. C'est là où, si vous voulez, on a la différence, on va dire, entre la langue française et la langue anglaise. Je parle en matière de pop musique populaire. Oui, effectivement, les Beatles ont été les premiers à mettre des mots répétitifs. Love me, love me, love me do, love me do, love me, love me do. Alors qu'en France, quand on écrit des textes, on essaie toujours d'élaborer beaucoup plus loin. Et c'est très bien parce que c'est comme ça que les Français aiment écouter leur musique. Mais en Angleterre, on fait beaucoup de répétitions, effectivement. Parce que les répétitions sont surtout basées sur des sonorités. Pas forcément sur la compréhension d'un mot. Sur le sens. Voilà. C'est surtout, voilà. La sonorité. C'est beaucoup les sonorités.
la voix est un instrument, c'est pas forcément une expression pour décrire un texte, c'est sur beaucoup de sonorités. Donc on peut arriver à obtenir un résultat assez, on va dire, performant, avec des mots très très simples, qui effectivement traduit en français serait absolument ridicule. Oui, parce que en Angleterre, leurs chansons, ça n'a pas toujours de sens. Non, ça n'a pas toujours de sens, mais voilà, ils jouent avec cette sonorité, et bon, c'est leur manière à eux de faire les choses. Hein, voilà. Lou, quand justement vous avez commencé jeune, quelle a été la réaction de vos parents? Est-ce qu'ils vous ont poussé Oui, mes parents m'ont toujours donné le support. Là-dessus, ça c'est rarissime parce que pour eux, c'est pas un métier. Non, mais non, c'est vrai que c'était pas un métier, mais ils ont bien. Moi, j'ai pas commencé que directement par la musique. Hein. J'ai aussi appris un métier avant. Ça, c'est encore autre chose. J'étais à l'école pour ça, mais ils ont bien vu que c'était quand même quelque chose qui était beaucoup plus fort que le reste de ce que je pouvais faire, et ils m'ont toujours donné le support aussi loin qu'ils ont pu le faire. À tout point de vue là-dessus. Je reconnais, voilà. J'ai pas à ce niveau-là. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Oui, mes parents m'ont porté à ce niveau-là. Ils m'ont vraiment aidé. Tu sais, moi, Patricia, j'ai été voir Lou en concert, et c'est pas parce qu'il est présent, hein, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure hors micro, mais j'ai été vraiment, vraiment enthousiasmée de ce qu'il a fait sur scène. Je peux dire qu'il a chauffé la salle. On était tous contents. J'espère. On était tous contents. Et j'avais justement envie à nouveau de l'avoir parmi nous. Et je voulais vous dire, est-ce que vous avez été inspiré par la musique noire africaine? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis un homme du Sud, mais du Sud, ça va de l'Espagne jusqu'en Afrique du Nord. Donc ça, ce sont mes racines. Et effectivement, c'est des choses qui vous inspirent et qui ont déjà été aussi bien avant moi. Led Zeppelin déjà le faisait. On va dire, voilà, ils ont fait venir beaucoup d'orchestres, on va dire, d'Afrique du Nord, tout ça, pour interpréter leurs chansons. Et c'est cette mixité qui fait une richesse. C'est ça qui est important. C'est la mixité qui fait la richesse. Oui, oui. Voilà, tu es bien placé pour savoir, Patricia. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est valable dans toutes les langues. En Angleterre aussi, ils ont des très grands poètes. Voilà, il faut vraiment s'ouvrir à ça. Faut pas avoir peur de partager, faut pas avoir peur d'échanger, parce qu'en fait, c'est une manière de s'enrichir personnellement déjà. Donc, si cet enrichissement, vous pouvez après le retransmettre à d'autres gens pour les faire découvrir ce que vous avez découvert, c'est notre place, quoi. Je veux dire, tu parles d'instruments orientaux que tu as mis dans... Pas spécialement. De tout. Forcément, ça peut être aussi des mélodies, ça peut être des choses qu'on utilise. Voilà, c'est important de s'ouvrir et après d'essayer de faire partager ça aux gens, quoi. Voilà. Bien sûr. Voilà. En étant respectueux évidemment de ce qu'on reçoit. Voilà, il ne faut pas non plus dénaturer. Lou, alors vous avez un surnom, Honky Tonk Man. Pourquoi ce surnom? D'où est-ce qu'il vient? Qui vous l'a donné? Un jour, il y a un journaliste qui dit, mais tu es toujours sur la route, tu es toujours en train de bouger. Voilà, alors, évidemment, pareil, encore traduction Honky Tonk, les gens pourraient penser que c'est une certaine forme de musique, parce que ce label est aussi associé à une certaine forme de musique, mais c'est surtout associé pour les gens de culture anglo-saxonne, c'est des voyageurs en fait. Les Honky Tonk, c'est des gens qui voyagent, voilà, de ville en ville, et qui avaient cette forme de musique traditionnelle qu'ils arrivaient qui transmettaient là où à chaque fois ils s'arrêtaient, quoi. Alors il y a un style de musique qui est la musique Honky Tonk, mais ça décrit aussi un peu les gens du voyage, on va dire, pour les États-Unis. Vous avez fait allusion tout à l'heure à Monsieur Bob Dylan. Monsieur Bob Dylan. Est-ce que ça a été vraiment votre référent? Alors, ça n'a pas été ma référence première, mais en fait, après, en découvrant d'autres artistes, je me suis aperçu que eux aussi avaient été influencés par Bob Dylan. Donc, évidemment, tout ce que j'ai pu, absorber de ces gens-là, finalement, il y avait aussi un peu de Bob Dylan dedans. Donc, et au fur et à mesure, c'est un peu le fil d'Ariane. J'ai vraiment tiré, et bon, j'ai redécouvert tout ça. Et en tant qu'auteur, compositeur, interprète, oui, évidemment, je commence toujours à écrire, soit avec un piano ou alors avec une guitare, d'une manière très très simple. Et c'est de cette manière-là que Bob Dylan aussi est apparu, voilà, dans les années 60.
Donc ça reste pour moi une très grande influence, mais j'ai d'autres influences aussi voilà qui me Mais tu touchent. joues donc de deux instruments? Je joue de la guitare. La guitare. Je joue de la guitare sur scène, bien que pendant des années je n'ai fait que chanter. Je ne jouais pas de guitare, je faisais que chanter, mais c'est un instrument qui me permet aussi d'écrire. Voilà. C'est important. Sur scène, vous êtes combien? Alors ça peut varier là. Ça peut être un minimum, ça peut être en trio. On peut faire des choses en trio, puisque l'avantage de ce que je fais musicalement, c'est que je peux interpréter les chansons même tout seul avec ma guitare, ou alors avec d'autres musiciens et avec un nombre infini, c'est-à-dire que je peux avoir 4-5 musiciens, plus les choristes, plus des cuivres. Ça peut monter jusqu'à 10-12 personnes. Parce qu'en fait, la musique, quand vous l'étudiez vraiment, vous apercevez que la musique, c'est un peu que de l'habillage, c'est-à-dire vous avez vos accords de base, vous avez votre mélodie, et de là après on habille. Donc on peut faire que le morceau il sonne un peu plus jazz, un peu plus reggae, un peu plus africain, un peu plus nord-africain, voilà, un peu plus heavy metal. Il y en a qui font ça aussi, hein, voilà. Donc moi je reste dans une formule assez ce qu'on appelle pop. Alors le mot rock de nos jours on met beaucoup de choses dedans, mais voilà, rock pour l'énergie on va dire de certains morceaux. Autrement, voilà, moi j'ai des artistes que j'aime beaucoup, c'est Tom Waits par exemple, c'est Willie DeVille. Voilà, c'est des gens qui ont aussi d'autres influences, surtout Willie DeVille sur ses derniers instants, tout ce qui est la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui font partie de mon univers. Et à chaque fois que je monte sur scène, suivant les endroits où je suis, j'essaye de partager cet univers, trouver un pont avec le public pour leur faire découvrir cela, et en espérant que pendant 1h30, 2 heures, ils oublient tous leurs soucis du quotidien et qu'ils rentrent chez eux avec voilà des bons souvenirs. Voilà. Scorpion, Metallica, vous avez aussi inspiré? Pareil, j'écoute aussi beaucoup Metallica, je les ai découverts beaucoup plus tard évidemment, parce que bon, chaque génération a ses propres groupes qui leur appartiennent, et ils ne vont pas le laisser aux générations d'avant. Donc on finit par découvrir ça après, et puis découvrir aussi leur talent. Donc Scorpion, oui. Scorpion, vous savez, quand j'étais sur Paris, quelques années auparavant, ils étaient venus, il y avait quoi, 20 personnes dans la salle. Oui. Et depuis, ils font des millions de gens. Voilà. Moi, j'ai découvert Scorpion à l'hippodrome de Vincennes. Voilà. Ils sont arrivés comme ça, je dis mince, Scorpion est là. Voilà. Il y a eu du monde après, il y a la foule est arrivée. Bien sûr, bien sûr. Là aussi, ils enchaînent. Tellement de foule autour d'eux, c'est ce qu'on souhaite à voilà. Oui, oui. Alors, vous savez, le métier a énormément changé. Hein, je trouve quand même, je pense qu'on a parlé tout à l'heure, le métier a énormément changé, toujours dû à la technologie nouvelle. Hein, voilà. Parce que vous voyez, par exemple, ça, moi, ça me manque. Quand je dis ça me manque, c'est ça, c'est le physique. D'avoir dans les mains. Allez, physique. De toucher. Voilà. Ça me manque parce que quand j'étais assez jeune, je lisais énormément de livres, pas forcément de poésie, mais énormément de livres. Et ça, maintenant, on n'a plus ça. Maintenant, on est sur des tablettes. C'est vrai, c'est vrai. Les photos de famille, maintenant, on n'a plus de livres de photos de famille. Donc, t'as pas ton téléphone qu'on puisse voir. Donc, cette dématérialisation, je trouve, est un manque à gagner énorme pour les nouvelles générations. Moi, je voulais vous poser la question, Lou, l'industrie, quel impact pensez-vous qu'a Internet sur l'industrie de la musique, justement? Alors, le métier s'appelle music business. Il y a deux mots clés. Donc, c'est basé sur la musique, effectivement, mais c'est surtout un business. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Donc, quoi que vous fassiez, oui, c'est bien d'être reconnu pour son art, mais d'une manière ultime, quelqu'un va toujours essayer de faire en sorte qu'il va gagner de l'argent sur votre talent, oui voilà, sur votre talent. Donc effectivement, l'internet a fait exploser beaucoup de choses, mais je peux vous dire que malgré l'explosion, malgré le fait que ça permet à des gens de se faire découvrir, par exemple, en tant qu'auteur, on peut maintenant faire faire des livres à titre d'auteur, maintenant, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est extrêmement compliqué d'être publié. Il fallait passer par une maison d'édition. Voilà, exactement. Donc maintenant, on peut le faire au moins à titre d'auteur, et ça, c'est bravo, ça, c'est très bien. Mais d'un autre côté, pour la musique, en tout cas, elle a ce qu'on appelle le catalogue, c'est-à-dire tous les anciens artistes qu'elle a pu enregistrer, et elle sera toujours
elle fera toujours en sorte que elle gagne de l'argent. Le système se nourrit d'une manière, comment dire, interne. Il se nourrit interne, voilà. Donc, effectivement, on parle de beaucoup d'histoires de jeunes artistes qui sont sur Internet, qu'on découvre, comme là, oui. Quand on gratte un peu, c'est pas toujours forcément ça. Et quant aux histoires de, comment on pourrait dire, de tout ce qui est les paiements par rapport à Spotify, tout ça et tout, ça devient de plus en plus difficile pour des jeunes artistes de pouvoir vivre de leur musique. C'est extrêmement difficile parce qu'en fait, vous n'êtes même pas sous-payé, c'est même pas, enfin, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Avec 0,004 centimes d'euros pour une écoute, vous faites 1 million d'écoutes, ça fait 4 000 euros. Bon, déjà, pour faire 1 million d'écoutes, il faut avoir des moyens derrière, hein, énormes. Et sur ces 4 000 euros, ben, vous pouvez être sûr que la maison de disque va en prendre une grosse partie, ou là, il restait avec peut-être 200 euros. Bon, et ça, faut le faire tous les mois, parce que sinon, on n'a pas de salaire. Hein. Donc, mais tout ça, c'est très compliqué. Mais il y a toujours de la place pour des nouveaux talents. Faut pas avoir peur, faut y aller. Faut pas écouter ce que je dis quelque part. Est-ce que tu as des 33 tours? Alors, j'ai eu des 33 tours. Tu as eu des 33 tours. J'ai eu. Des vinyles. Malheureusement, c'est pareil aussi, ça a disparu. Pareil, moi j'attendais toujours la sortie d'un nouvel album quand j'étais jeune, parce qu'on voyait, on rêvait devant les pochettes, on tirait le disque, ça sentait le vinyle. Enfin, il y avait un rapport presque physique, sensuel avec tout ça. Enfin, un petit peu comme tu viens de dire, c'est pour ça, c'est qu'on l'avait sous les yeux. Bien sûr, bien sûr. On avait une affiche qu'on aimait. Voilà. Et maintenant, évidemment, maintenant tout est dématérialisé, même les CD, c'est devenu dématérialisé. Donc, on a une petite pochette de 5 sur 2 centimètres à regarder. Et c'est dommage parce que les pochettes permettaient aussi à des artistes de talent, des créateurs, de s'exprimer. Voilà, de s'exprimer. Et ça aussi, ça s'est réduit. Donc, oui, il faut garder la foi, mais c'est pas toujours facile. Ça revient un petit peu les vinyles quand même. Hein. Il y a des artistes qui sortent des vinyles. Voilà. Non. Alors, effectivement, il y a des artistes qui sortent des vinyles, mais je peux vous dire que ça coûte excessivement cher. Excessivement cher. Très, très cher. Pour 1000 vinyles, ça coûte énormément d'argent. Et si on n'a pas une maison de disques derrière, quand on est indépendant, voilà, on est obligé de tenir compte de tout ça. La seule chose qui est restée valable de nos jours, ça reste encore se produire en public. Voilà. Qui n'est pas toujours facile, parce qu'il faut avoir un agent, il faut trouver des salles, faut trouver des tourneurs qui vont accepter de prendre des risques sur vous. Donc voilà, ça reste encore, mais ça reste encore la chose à mieux, parce qu'on est directement confronté au public. Voilà. Mais avant d'arriver au public, il y a encore du chemin. Lou, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie de chanteur et musicien? Le partage. Le partage, communiquer. Ouais. Voilà, communiquer, le partage, ça c'est la clé de tout. Quand on écrit un livre, on voudrait que les gens le lisent. Quand on fait de la musique, on veut que les gens puissent l'entendre. Vous écoutez, bien sûr. Voilà. Donc, c'est le partage, hein, chose qui nous a été un petit peu, on va dire, réduite ces dernières années avec tous ces problèmes de santé à travers le monde. Ça nous a quand même coupé beaucoup les uns des autres et c'est bien dommage parce que c'est ce qui nous manque. Bien sûr. C'est ce qui nous manque. Voilà. Lou, en 2020, vous avez fait un mini LP. Oui, j'ai sorti un album juste derrière. J'ai sorti un mini LP en production indépendante. Après, c'est sorti sur un autre label indépendant. Et depuis, j'ai réenregistré un nouvel album. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer au studio Vogue à Paris. Enfin, les anciens studios Vogue, ça a changé de nom maintenant à Paris, du côté de Villetaneuse. Et c'était vraiment une belle expérience. C'est toujours bien de se retrouver dans des lieux mythiques. Voilà, on sait que là, il y a une histoire. Voilà, il y a une histoire. Jacques Dutronc enregistré là, Johnny Hallyday, le dernier en date c'était Axel Bauer, Françoise Hardy, paix à son âme aussi là aussi. Donc on se retrouve dans ces lieux qui sont imprégnés de vibrations pour ceux qui y croient, de bonnes vibrations. Et voilà. Et pour moi c'était extraordinaire de me retrouver là et de regarder tous ces murs, ces plafonds, tout ça, et de me dire ah mais tu sais que là il y a machin, il a chanté là et lui il a fait ça, voilà. Donc j'ai passé du temps là et on vient de faire un nouvel album. Ça s'appelle comment cet album? Alors je n'ai pas encore de titre. Ouais, vous avez la primeur de plein de choses. Hein. Je n'ai pas encore le titre puisque on est en train de finir. Je suis en train de finir de le mixer. J'ai passé l'été à le mixer.
Et donc normalement, avec un peu de chance, voilà, il sortira en 2025, parce que 24, ça va être un peu tard maintenant. Donc je suis toujours à la recherche d'un label pour pouvoir essayer de le sortir d'une manière, pouvoir défendre quand même ce produit. Donc s'il y a un label qui nous écoute ou un producteur ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ça a été fait dans des conditions plus que professionnelles, hein, ça n'a pas été fait à la maison. Et oui, excusez-moi de vous interrompre, si justement il y a une personne qui est intéressée, où est-ce qu'elle peut vous joindre? Vous allez sur les réseaux sociaux, voilà, vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, vous allez sur Instagram, vous avez tous les détails pour me contacter. Lou de Montis. Lou de Montis, voilà. Lou de Montis, voilà. C'est de nos jours, on est obligé d'avoir oui. Lou vient d'où? Lou, ça vient d'où? Oh là là. Alors, petit aparté, mon premier groupe professionnel, on était plusieurs du même prénom. Et moi, j'adorais Lou Reed, j'adore toujours Lou Reed. Et j'ai choisi le nom de Lou. On a tous changé nos noms pour le premier album. Comme ça se fait, hein. Souvent les artistes changent de nom. Et ça m'est resté. D'ailleurs, même mes parents m'appelaient Lou. M'appelaient même plus par mon prénom de famille. C'est toujours resté. Et je me sens bien dans ce costume de Lou. Je me sens très bien dans ce costume. Voilà, je me sens très à l'aise avec tout ça. Et voilà, tout le monde m'appelle Lou. À part évidemment quelques vieux amis d'école qui m'appellent encore par mon prénom, mais ça les fait rigoler, quoi. Pour eux, je suis un personnage. Quand je parle de Lou, je suis un personnage. Voilà. Vous me connaissez autrement. Et cet album, Lou, il est composé de combien de titres? 10 titres. 10 titres. Il y a 10 titres. Il y a 9 titres originaux et un titre adapté, qui est donc ce fameux morceau If I Were a Carpenter, donc si j'étais un charpentier. Mais voilà, là j'ai fait pareil une adaptation, j'ai rechangé complètement j'ai gardé le texte, j'ai gardé la mélodie, et au niveau des arrangements, j'ai donné une autre formule. Voilà, donc pour moi c'était important d'essayer de lui donner un autre angle, un peu plus présent dans la musique actuelle, parce que j'adore cette chanson. Voilà. Il est interprété tout en anglais? Je suis désolé, c'est tout en anglais. C'est tout en anglais, mais oui, je chante très bien en français. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je chantais en français. Hein. C'était du rock, mais c'était en français. Et bon, je suis vite passé de l'autre côté, mais en toute honnêteté, je le dis, je me répète souvent, mais en toute honnêteté, je sais qu'il y a des gens qui font du rock en français, qui le font très bien et certainement mieux que moi. Donc, je ne vais pas pour dire je chante en français pour une raison X ou Y et faire quelque chose qui me serait, je pense, de moins bonne qualité. Je préfère rester sur une langue que je maîtrise énormément, puisque c'est carrément ma deuxième langue, on va dire. Je rêve en anglais, hein. Quand je suis fatigué, le français m'échappe, je repars en anglais. Mais il y a des gens qui le font mieux que moi, donc je leur laisse. Enfin, je suis pas généreux, mais je leur laisse. Voilà. Ce qui n'empêche pas que tu pourrais très bien dans un album avoir une chanson écrite en français. Je peux évidemment mélanger français et anglais. Au moins une. Au moins une. Ou une chanson anglais-français dans la même. Dans la même, oui. J'attends des propositions intéressantes, parce que si c'est pour faire quelque chose et puis que ça va nulle part, là je fais vraiment un gros effort de le faire en français pour moi. C'est pas de le chanter, mais si c'était de l'écrire. Oui. Voilà. Parce que c'est pareil, écrire en français sur quelque chose qui est foncièrement comment on pourrait dire, au niveau des arrangements qui est foncièrement anglo-saxonne, ça demande une autre forme d'écriture. Voilà, il y en a beaucoup qui le font, hein. Ils font une espèce qu'ils appellent de l'anglais yaourt, et après ils mettent les mots en français. Mais pour que le français sonne dans une musique très anglo-saxonne, ça demande un gros talent. Et c'est là où je trouve que dans les années 60 en France, on était très 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 fort. Les Eddie Mitchell, les Johnny Hallyday, les Claude François, les Dick Rivers, tout ça, ils ont fait des adaptations qui sont absolument sublimes. Et ça, c'est un art, mais c'est un art qui se perd, malheureusement. Donc on est un peu les derniers gardiens de tout ça. Lou, vous êtes resté combien de temps en Angleterre? Plus de 21 ans. Oui, ceci explique cela. Voilà. C'est une bonne partie de ma vie. Oui, donc voilà. Pour rêver en anglais. Oui. Après, évidemment, c'est sûr que le fait de faire ce style de musique, surtout avec l'internet, tout ça et tout, je n'ai aucun souci quand je vais en Allemagne ou je vais en Angleterre ou même aux États-Unis. Voilà, les choses se passent bien. Et tes textes, ils parlent de quoi?
exactement. Bravo, très bonne question. Je vais essayer d'y répondre le plus honnêtement possible. Alors, j'ai deux formules, on va dire, dans mes textes. Alors, souvent, ce sont des petites histoires, comme si on dirait des petits scripts de films, voilà, de court-métrage, voilà. Hein, donc, ça, c'est pour le côté imaginaire. Et de l'autre côté, j'ai trouvé que ça me coûtait moins cher que d'aller voir un thérapeute. Je raconte ma vie. Ah, Voilà. Donc, ce sont des nouvelles. voilà, avec les bonnes choses, les mauvaises choses, voilà, tout ce qui a pu m'arriver dans ma vie. Et je trouve que, bah oui, effectivement, c'est comme une forme de thérapie. Et ça peut rapporter gros. Et ça revient moins cher que de s'allonger sur un canapé. Voilà. Donc, j'en rigole, mais c'est vrai que c'est... alors en français, c'est pareil. Quand on exprime certaines choses, on peut vous dire, ah oui, mais je connais ça, ça m'est arrivé, c'est moi. Là, j'ai un exemple... très très typique. Donc l'album a été enregistré par un monsieur qui s'appelle Didier Le Marchand, et il était dans une situation au moment d'enregistrer l'album, une situation personnelle, je vais rien divulguer, hein, où il n'était pas forcément, voilà, il était assez anxieux et pas vraiment heureux. Et un des titres de l'album, il me dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu as écrit là? Et je lui traduis. Et là il me dit, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Je dis, bah tu vois, voilà, elle est là la relation. La relation entre ce que je dis et le public, elle est là. Donc, parce que ce que je raconte, il va y avoir des gens qui, eux, vont se dire « Ah, mais c'est moi, je me reconnais là-dedans. » Et le lien, il se fait là, dans le partage. Et c'est souvent les plus beaux textes. Ça reste des textes quand même assez... Oui, ça reste des textes... je vais Percutants. utiliser ce mot-là, mais assez poétiques, quelque part. Ah, tu vois qu'on y arrive. Et bien sûr. En fait, moi, je suis là, en fait, pour embêter même celui qui aurait jamais ouvert un livre de poésie, pour chercher quand même, parce que je pense que finalement, on a de la poésie en nous, Bien sûr. qu'on exprime ou qu'on n'exprime pas, et c'est reconnaître cette part de poète quelque Bien sûr. part que Oui, c'est un petit peu comme les médiums. voilà. On est médium, on le Oui. développe ou pas. Voilà. Et je pense que on a tous été enfants, et ce regard poétique entre guillemets que l'enfant Bien intérieur peut garder et grandir avec. Et on a sans doute tous une part de poète Bah, en nous. On a tous une part de poète. La seule tristesse dans tout ça, c'est qu'effectivement, la part enfant, on a tendance des fois à l'oublier, ou même carrément des fois les gens la perdent. Et il n'y a pas plus beau que de voir un adulte qui a encore, voilà, ce Son âme côté-là. d'enfant. Voilà, voilà. Et ça, Voilà, t'en c'est as deux magnifique. déjà. Non, mais c'est magnifique. Bon, effectivement, dans les textes que j'écris, j'utilise énormément de métaphores. Hein, c'est pas uniquement des phrases tout à fait anodines, mais ce sont des métaphores, évidemment, qui sont des métaphores anglo-saxonnes, puisque ça reste ma culture. Mais il y a quand même des équivalents en français. Hein. Faut pas non plus dire que c'est uniquement, voilà, on peut le traduire. Mais j'utilise énormément de métaphores, parce que c'est ça qui fait que ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus le langage de tous les jours. Voilà, comment on s'exprime dans une autre langue, tout simplement. Lou, est-ce que tu aimerais retourner vivre en Angleterre? Est-ce que ça te manque pas? Je présume que tu y vas souvent. Oui. Mais est-ce que tu aimerais t'implanter à nouveau? À vrai dire, on va parler de choses qui sont pas très drôles, mais de la manière dont le monde est en train de tourner, l'Angleterre, comme tout le reste de l'Europe, a énormément changé. Tous les lieux que j'ai connus, bon, j'étais londonien pendant 21 ans, mais ça a été quand même une plateforme pour moi pour voyager à travers le monde. Hein. C'était ma plateforme. Donc, grâce à ça et d'apprendre la langue anglaise, j'ai pu voyager à travers le monde. Tous les lieux que j'ai pu, comment dire, où j'ai pu jouer, où j'ai pu, voilà, m'exprimer, sont en train de fermer les uns après les autres, quoi. Ah oui. Et ça, c'est d'une grande tristesse pour moi, parce que, alors c'est sûr, ils subissent la même chose qu'on subit ici. Le moindre bout de terrain, ça y est, il faut mettre du béton. Ouais. Donc c'est quand même assez triste. C'est quand même assez triste. Franchement, c'est voilà. Mais ils restent quand même dans cette culture de pub, tout ça, où les jeunes peuvent jouer et apprendre leur métier et grandir et évoluer, et éventuellement avoir du succès, ce que je souhaite à tout le monde. Voilà. Oui, Donc c'est les pubs qui ont un peu repris la. voilà. Ouais. C'est un peu, ouais, c'est ce côté-là qui, les dernières fois que j'y suis retourné, voilà, Ça n'a pas le même goût. Ça n'a plus le même goût. Puis nous aussi, on
vieillit, on a, Oui. on a une autre vision des choses, on ressent plus les choses de la même manière. Et puis bon, de radoter tout le temps, ouais, mais avant c'était mieux. Non, avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. Et place aux jeunes aussi. Et voilà, eux aussi, ils vont avoir leur lieu de rencontre qui va un jour peut-être aussi disparaître. Donc je pense que nos ancêtres nous parlaient de ça. Ouais. Est-ce que le rock pourrait, une fois qu'on sera plus là, et qu'on sera plus un peu comme ces pétales qu'on conserve, enfin, pour garder ce souvenir, est-ce que tu penses que le rock va s'éteindre avec l'électro, la house et la techno? Tout ça, ça va rester. Je ne parle pas du rock metal. Hein. Non. Je parle vraiment mais même le rock metal, regardez bien les meilleurs festivals que l'on a en France en ce moment. Déjà, un des premiers, c'est le Hellfest. Et le Hellfest, effectivement, a commencé d'une manière beaucoup plus humble, mais beaucoup plus, on va dire, underground, avec une musique quand même assez, comment on va dire, avec beaucoup d'énergie, parfois trop pour certaines personnes. Et là, ils ont vraiment ouvert les portes. Il y a maintenant des groupes qui sont un peu plus, moins métal, un peu plus rock, et c'est devenu quelque chose d'énorme. Mais c'est un des plus gros festivals qu'on a en ce moment. Je parle qui est vraiment parti indépendant. Je parle pas un truc qui prend des sous de l'État pour voilà, faire les choses. Donc, non, je pense que aussi bien l'électro, la dance, le hip-hop, le rap, tout ça, non, ça va pas disparaître. Ça évolue, ça change, ça se transforme. Regardez, il y a eu le grunge à un moment. Voilà, le grunge, bon, ça a pris ses racines dans le rock des années 70, qui était les Led Zeppelin et tout ça, enfin tous ces groupes-là. Ça a évolué, voilà, ça continuera. Les gens qui disent que le rock est mort, pour moi, ils ont une certaine forme, oui, mais non, ça ne mourra pas, et ça peut devenir aussi ce qui est devenu la musique classique. Pourquoi pas? On en parle déjà d'ailleurs. Peut-être que le rock est devenu maintenant une forme de musique classique. Et tant mieux, tant mieux. Après, voilà, c'est à nous de faire la passation de pouvoir. Aux jeunes aussi d'être un peu curieux, parce que bon... puis leur donner ce qu'on a, voilà, notre richesse. On leur donne ce qu'on a, et puis après c'est à eux d'avoir aussi la curiosité de... Oui, nous on avait des vinyles, bon, ben voilà, il n'y a plus de vinyles, mais oui, trouver une partition avant c'était vraiment la croix et la bannière. Maintenant vous allez sur internet, vous tapez, hop, la partition est là. Voilà, ils ont un peu plus de choses, mais c'est à eux de prendre la suite. Nous on aura fait notre chemin. On aura fait notre devoir, j'espère, en tout cas. Passation de pouvoir, voilà. Et si demain, quelqu'un écoute ce que je fais, ça lui plaît, qu'il y a un petit bout de temps qui lui plaît, qu'il veut le refaire à sa manière, grand bien lui fasse. Bien sûr. Nos anciens ont fait la même chose, hein. Faut pas... Voilà. C'est de l'inspiration, c'est pas du vol. C'est de l'inspiration, ce qui n'est pas pareil. Lou, malheureusement... Ouais. Le temps est imparti. Voilà, on va être obligé de se quitter. Avant de se quitter, Lou, quels sont vos projets là qui arrivent? Est-ce qu'il y a des tournées? Est-ce qu'il y a des spectacles? Alors là, je suis le 28, pas le 28. C'est le 28, non, attends, le 26 octobre. Je suis dans une soirée privée ici à Paris en acoustique. Tout cela. Voilà, et là, j'attends des nouvelles parce que effectivement, voilà, c'est aussi la musique. Je devais partir en tournée européenne. Je devrais être là maintenant. Je devrais déjà être parti, mais au vu du contexte international, ça a été décalé. Voilà. Et le 26, ça sera où? Le 26, ça sera à Paris c'est un café qui s'appelle le café-restaurant qui s'appelle le Café Minime. Et j'ai été invité à me produire là avec mon guitariste aussi, parce que j'ai aussi un guitariste avec qui je travaille parmi mes musiciens. Et là, on va faire, on va jouer certainement des nouveaux morceaux, du nouvel album. Ça, on va présenter tout ça. Et en petit groupe. Oui, c'est une soirée un peu privée. C'est une soirée qui permet aux gens, encore une fois de plus, de se rencontrer. Voilà, c'est un club de rencontres et ça permet aux gens d'échanger, de faire rien, de trouver l'âme sœur. Ça sert à ça. C'est aussi voilà. Musicalement, en toute, comment on pourrait dire, entre rockers et rockeuses. Non, pas forcément. Non, bah justement, c'est là où pour moi, c'est très intéressant parce que je rencontre des gens qui ne sont pas du tout dans mon monde, certainement. Okay. Je l'ai déjà fait une fois, hein. Et ces gens-là, voilà, ils viennent pour rencontrer l'âme sœur, aussi bien hommes que femmes. Hein, c'est des gens d'un certain âge, on ne parle pas d'un certain âge, voilà, tranche d'âge assez large, et voilà. Et du coup, on va jouer là pendant à peu près 1 heure,
que les gens peuvent avoir une boisson, ils peuvent manger. Voilà, c'est très très intimiste, super sympa. Et puis après, bon, les autres dates, voilà, mon agent Nicolas que tu connais Oui. est en train de préparer tout ça. Eh ben Lou, je suis ravie de t'avoir reçu à Artop TV. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le plaisir d'aller te voir justement à ce mini Il y en aura concert. d'autres. Tous les autres qui arrivent. Merci de Patricia pour la découverte. Merci à toi. Giorgi. Giorgi. C'est Giorgi ou Giorgi? Alors normalement, c'est avec l'accent corse. Ah. Giorgi. Très bien. Mais je le dis jamais comme ça parce que Pourquoi? parce que quand j'arrive quelque part, si je commence à dire Giorgi comme ça, Bon. ça. Mais sinon, oui. Petit aparté, mes parents reposent en paix à Bastia. Ah ben voilà. Voilà, donc j'ai aussi une grosse affiliation avec la Corse. Très très grosse. Lou, C'est pour ça que j'ai dit Giorgi. Voilà. merci Bon. d'être venu à Artop TV dans l'Instant Régine. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt, à une prochaine émission. Au revoir. Écoutez-nous. Au revoir.